Merci de rester fidèle à Média TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour ce 3e numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour parler de l'actualité. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de la musique sénégalaise, précisément le rap qui peine aujourd'hui à s'exporter. En deuxième partie, nous parlerons de lecture et des réseaux sociaux. Quelle utilisation les jeunes doivent-ils en faire? Et pour parler de tous ces sujets, je reçois aujourd'hui Orphée. Vous êtes écrivain gabonais. Merci d'être là parmi nous. Je vous en prie. Juste à côté de vous, nous avons Moussa Maxiflo, votre nom de scène. Vous êtes artiste sénégalais, rappeur, slammer. Merci également d'être là parmi nous. Merci à vous. À ma gauche, nous avons Djibril. Djibril, vous êtes agent marketing sénégalais de nationalité. Merci d'être là parmi nous. Cyrus, le plaisir partagé. Et nous terminons avec Marietou. Vous êtes journaliste, blogueuse, grande amoureuse des réseaux sociaux. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci. Plaisir partagé. Voilà, je le disais à l'entame de mes propos, nous allons commencer à parler de la musique sénégalaise, notamment le rap aujourd'hui qui peine à s'exporter. Il y a près de 3000 groupes de rap aujourd'hui au Sénégal, mais beaucoup d'artistes peinent encore à vivre de cet art. Comment expliquer que des rappeurs qui font la fierté du Sénégal à travers d'autres pays, à travers l'international, peinent aujourd'hui à vivre de leur art, Djibril? Voilà, merci pour la question. Donc, par rapport à l'exportation de la culture urbaine, plus précisément le rap sénégalais, donc la plus grande entrave pour l'exportation revient au manque de structure et d'infrastructures pour la promotion et la productivité. Parce qu'on ne peut pas parler de mouvement sans production et promotion. Donc, allant dans ce sens, il nous faut nous réapproprier des infrastructures et des structures nous permettant de faire une bonne production, mais tout en ne pas oublier le packaging, c'est-à-dire un bon plan marketing pouvant nous permettre de booster le degré d'intérêt des consommateurs. Parce que quand on parle d'exportation, c'est qu'il y a un récipiendaire. Donc le récipiendaire ne peut pas consommer tant qu'il n'a pas le désir de consommer un tel produit. Donc l'élément essentiel qui est le produit. On a besoin d'une bonne mélodie, on a besoin de bonnes thématiques. On ne doit pas copier, mais on doit nous adosser sur une créativité partant de nos valeurs de base, de nos valeurs d'essence qui font le Sénégal ce qu'elle est aujourd'hui. Justement, Maxiflo, vous êtes artiste, je le disais, vous êtes dans le domaine. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui le fait que vos compères ont du mal, et même vous-même, à exporter la musique, à vivre de cet art qui est le rap? Ok, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est très important. Il a parlé de créativité. C'est le mot qui fait même l'artiste. Un artiste qui ne crée pas est un copieur. Et toutes les choses qui existent n'ont de valeur que s'ils sont originaux. Original, excusez-moi. Toutes les choses qui existent gagnent plus de valeur quand elles sont originales. Alors si le produit que je suis en train de mettre sur le marché est déjà sur le marché, il y a un blocage quand même. Parce que c'est comme du déjà vu. Par exemple, un tube qui a fait l'international, je reprends le même titre, je mets le même style de flow, je change les écritures, juste je tune en Wolof et j'exporte, il y a un problème. Parce que c'est déjà à l'international et tu ne pourras jamais vendre autant que celui qui l'a créé. Parce qu'on parle de lancement. Je rejoins le marketeur. Quand nous lançons un produit, le lancement est très important. Parce que si nous réussissons le lancement d'un produit, nous lui promettons une longévité et une pénétration dans l'espace. Donc, si quelqu'un a bien fait son lancement, a bien fait le lancement de son produit et qu'il ait réussi, parce que c'est pourquoi c'est devenu un tube international. Alors, si toi, tu t'inspires de lui pour uniquement changer les paroles, tu gardes les mélodies, tu changes les paroles, tu changes même pas la technique. C'est important, parce que chaque rappeur a plusieurs styles, plusieurs techniques. Tu reprends le même flow, la même musique avec de la traduction dans ta langue. Et c'était évidemment une barrière à cette exportation de la musique sénégalaise. Vous avez abordé un point, vous avez parlé du Wolof. Marietou, est-ce que le Wolof aujourd'hui, c'est justement un frein à la musique, au rap, notamment le rap sénégalais? Oui, je dirais que le Wolof est un frein parce que le Wolof est compris seulement au Sénégal et dans quelques pays de la sous-région.
Donc c'est un frein. Mais pour moi, il ne faut pas rejeter le Wolof. Il faut prendre le Wolof et peut-être l'agencer avec le français ou bien l'anglais. Si on va allier les deux langues, peut-être que ça va aller loin. Voilà. Le message va toucher en tout cas d'autres pays. Ça va toucher d'autres pays parce que par exemple, si le Wolof, les gens ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre le message que tu veux lancer. Mais si tu prends une autre, voilà, le français ou bien l'anglais, peut-être que ça va toucher la majeure partie des autres. Orphée, elle parlait tout à l'heure du Wolof comme une sorte de barrière aussi qu'il va falloir transformer en qualité. Évidemment, on a tous ici dans nos téléphones, hein, on écoute de la musique, on consomme beaucoup de la musique nigériane ou de la musique ghanéenne. On ne comprend pas forcément ce qu'ils disent. Aujourd'hui, le Mbalar, qui est chanté en Wolof, est très bien vendu à l'international. Mais est-ce que vous pensez réellement, en fait, que le Wolof aujourd'hui, c'est vraiment la seule barrière qui empêche le rap de s'exporter? Ce n'est pas la seule barrière, mais elle est, en mon sens, la barrière s'il fallait parler en termes de pourcentage, on va dire, à 70%, le Wolof est un gros blocage. Au-delà de ça, comme dans plusieurs pays africains, l'industrie musicale dans chaque pays africain peine à pouvoir prendre son véritable envol, en fait. Comme notre marketeur est en train de si bien le signifier, il y a une absence d'infrastructures qui sont là pour la promotion et encore même le développement à l'international. Qu'à cela ne tienne, s'il faut essayer de donner une solution par rapport à cette exportation-là, c'est essayer d'agencer, essayer de mettre un mélange de langues, justement comme au Ghana, en Afrique du Sud et même au Nigeria. Ils essaient de mettre une langue locale, mais il y a aussi une forte présence de l'anglais qui est international. Donc il serait judicieux pour les rappeurs sénégalais d'essayer de faire des textes à la fois francophones et avec un peu de Wolof, ce qui fait que la cible sera un peu plus grande. En parlant justement de rappeurs sénégalais, il y a un rappeur qu'on connaît tous, hein, Nix, qui a été un petit peu interpellé, taxé d'être le rappeur Toubab, parce qu'il n'est chanté qu'en français, et on lui reprochait de ne pas chanter en Wolof. C'était la petite parenthèse, mais on va revenir sur l'infrastructure dont vous avez souligné tout à l'heure, Djibril. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour interpeller les autorités par rapport à ça? On a l'impression qu'il y a une forme de, peut-être pas négligence, mais qui ne prête pas vraiment attention à la musique urbaine qui est le rap. Par rapport à ça, je crois qu'aujourd'hui même les autorités sont conscientes que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Donc comme le disait le président poète Léopold Sédar Senghor. Donc je crois que c'est un impératif que ces rappeurs ou bien ceux qui s'activent dans la culture urbaine puissent être accompagnés. Mais l'accompagnement ne sera possible que si eux-mêmes, en contrepartie, puissent se regrouper autour d'une structure. Tantôt, je l'ai dit, qu'il y a un problème de manque de structure et d'infrastructure. Donc, pour que l'État ou le gouvernement ou des personnes de bonne volonté puissent mettre en place des infrastructures, il faut qu'ils se regroupent en une structure pour ensemble, qu'ils puissent avoir un objectif qui les sont commun pour booster aujourd'hui le degré d'intérêt des consommateurs vers ce qu'ils composent, c'est-à-dire la mélodie musicale que les gens auront besoin éventuellement pour écouter, et ça permettra en ce moment de propager la culture urbaine sénégalaise dans le fin fond des contrées de la planète. Et on va rester sur vous. Vous parlez d'identité. Vous dites que la musique sénégalaise, notamment le rap, manque d'identité. Vous faites allusion. Quand vous parlez d'identité, vous faites allusion. Voilà, par rapport à l'identité, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je parlais d'identité tantôt, vous voyez, la culture, c'est-à-dire que le rap sénégalais s'est inspiré du rap américain qui s'est créé au niveau du ghetto Brom X. Sur les mélodies, on voit que c'est très différent. On s'inspire très peu de ce qui est fait à l'Occident. Quand vous regardez par exemple le rappeur Dip Dollonguis, la musique, les instrumentaux, on a des percussions, mais vraiment à l'africaine. Donc, est-ce que là aussi, c'est pas une forme d'identité qu'on installe dans la musique, dans le rap? Par exemple, je prends l'exemple de Davido, un musicien qui, quoi qu'il en soit, essaie de mettre en valeur les éléments de base qui font son pays ce qu'il est aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire. Il met en valeur leurs valeurs, si vous me permettez la répétition. Donc ce dont nous avons besoin, c'est que les artistes puissent aujourd'hui bien appréhender les valeurs de notre pays, puissent les mettre au devant de notre scène. Parce que tantôt on parlait de barrière de langue. Moi je crois que la barrière de langue n'est pas une entrave, pour dire vrai. Parce que nous, Sénégalais, nous écoutons des rappeurs qui chantent l'anglais, sans autant qu'on comprenne l'anglais. Donc c'est un impératif de créer. Parce que la musique, c'est un ensemble de mélodies. Donc quand cette mélodie est bien à écouter, donc les gens vont consommer.
Donc, il nous faut une identité qui permettra un packaging pour propager la musique de notre très cher pays. Alors, Marietou, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises au Sénégal pour encourager, récompenser les jeunes rappeurs, comme le Flow Up Festival, il y a le Galsen Music Award que notre ami Maxi Flo connaît très bien. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui, ce genre d'initiative, pour faciliter l'exportation de la musique, le rap sénégalais? Moi, je dirais que c'est bien de créer ces genres d'événements parce que ça permet aussi de mettre en valeur, de mettre devant la scène les rappeurs pour qu'ils puissent bien se faire connaître à l'international. Mais je dirais que c'est pas suffisant parce que cet événement, ça fait longtemps maintenant que chaque année, Allez-y, chaque année. Chaque année, on voit cet événement, mais jusqu'à présent, les rappeurs peinent à se faire connaître à l'international. Donc, je dirais que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut encore d'autres choses, peut-être ce que vient de dire Djibril, l'industrie aussi, et aussi et aussi aider les rappeurs qui sont dans les régions. Par exemple, il y a des rappeurs qui sont dans les régions, ils ont du talent, mais ils peinent à se faire connaître. Ils sont obligés même de venir à Dakar pour trouver des labels, etc. Justement, Maxi Flo, vous êtes rappeur, vous êtes bien dans le domaine du rap. Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, quand vous êtes allé, par exemple, taper à la porte des maisons de production? Bon, j'ai commencé à rapper très très tôt. J'étais au collège déjà. Ça fait très très longtemps. Mais comme toute chose, il faut de l'organisation. Il ne faut pas juste de l'organisation, il faut des moyens financiers. Quand nous sommes jeunes, c'est-à-dire période écolier, nous n'avons pas toujours les moyens de nous payer certaines choses. Surtout quand nous n'avons pas un staff qui est derrière nous, une organisation. Donc c'était un peu compliqué. Je me rappelle mon premier titre, je dispensais des cours à domicile. Pour soutien, je faisais du soutien scolaire. Et c'est à partir de l'argent que je gagnais, à part des soutiens scolaires, que je payais mes enregistrements. Donc, ce n'était pas de l'argent que je demandais à gauche ou à droite, parce que j'étais seul. Parce qu'aussi, il faut savoir une chose, quand vous démarrez quelque chose, si beaucoup de personnes ne croient pas en vous, ils ne trouvent pas d'intérêt, ils n'investissent pas en vous. Alors c'est vous qui croyez en vous qui devez être votre premier investisseur. Investissez en votre personne parce que vous croyez en ce que vous faites. J'ai cheminé. Deuxième point qui fait, d'après moi, c'est mon point de vue, je ne dis pas que c'est une vérité totale, qui fait que beaucoup de rappeurs peinent à signer avec des labels. Dans mon cas, c'est parce que je vois des labels qui font la promotion d'un type de musique que moi je ne consomme pas ou bien avec laquelle je ne suis pas en phase. Donc je suis sûr que si je signe dans un label, il y a des règles à respecter et il y a une direction artistique et il y a une direction vers laquelle le label fait la promotion de ses artistes. Donc dans un label où l'artiste ne se sent pas impliqué, concerné, ou bien il ne se sent pas pas vraiment entouré, mais par exemple, sa vision du monde ne colle pas, ou bien là où il va ne colle pas avec la direction du label, il y a de l'incohérence. Et à partir de cette incohérence, je pense qu'il ne peut rien subvenir de bien. Donc, autre chose pour ce qui est des clips, par exemple, parce qu'on parle d'audiovisuel. C'est pas que du son. Il faut voir. Les clips, ça coûte très cher pour des personnes qui ont des problèmes à payer leurs records. Quand on parle de records, ce sont les enregistrements. Dans mes principes personnels, je me dis que pour garder une certaine indépendance par rapport à ce que nous exprimons, nous devons limiter au maximum les dépendances financières externes. C'est important. Parce que quand chaque fois, ce sont d'autres personnes qui vous donnent de quoi faire ce que vous voulez faire, ils ont inconsciemment ou consciemment un droit de regard
et de retour sur ce que vous faites. Donc, pour conserver mon indépendance artistique, ma créativité, j'ai préféré cheminer tout seul jusqu'à ce que je puisse avoir assez de force pour pouvoir m'exprimer. Justement, en parlant de force, Maxiflo a évoqué un point, Orphée, en parlant des conditions de signature de contrat, on va le dire ainsi, dans les maisons de production. Vous trouvez que c'est un petit peu sélectif et que ça aussi, ça peut entraver un petit peu l'exportation de la musique? Oui, tout à fait, comme il le disait, parce que généralement, dans la musique, il faut être en phase avec ce pourquoi, la vision du label. Si par exemple c'est un label qui est plus orienté dans la musique, par exemple R&B et tout le reste, et que vous excellez dans le rap, vous voyez qu'il y aura pas une corrélation entre les deux objectifs. Du coup, dans la signature, cela peut entraîner, on va dire, des réticences de la part de chacun, et du coup, plusieurs ne pourront pas cette force à vouloir continuer à s'exporter. Donc, ils frayeront leur propre chemin afin de pouvoir trouver un autre label ou encore continuer seul et s'envoler de leur propre zèle, en fait. Djibril, est-ce que les textes aussi jouent? Évidemment. Le contenu. Le contenu, il est tellement important parce que, en général, parce qu'on dit souvent qu'un écrivain est à l'image d'un artiste parce qu'ils ont un message à faire passer. Et un artiste qui ne fait pas passer des messages pour sensibiliser, pour éveiller, pour orienter, en ce moment, il sera en déphasage par rapport à l'objectif qui est assigné à un artiste. Donc le texte est substantiel pour un artiste, ce qu'on attend d'ailleurs de lui. L'artiste n'est pas seulement dans l'approche divertissement. L'artiste doit sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt. C'est d'ailleurs l'exemple qui a été à l'origine de l'alternance sénégalaise en 2000. Le rap sénégalais a joué un rôle imminent dans ça. Pour dire vrai, ils ont participé à cette alternance parce qu'ils ont compris que le rappeur doit être un sentinelle, que le rappeur doit jouer le rôle de filature pour aujourd'hui la libération de son peuple. D'où l'importance capitale de veiller aux textes que l'on écrit, de veiller aux écrits que l'on fait passer comme message à l'endroit des communautés ou à l'endroit des récipiendaires de ce message. Marietou, vous l'avez souligné, hein, ce point en parlant de contenu. Vous partagez l'avis de Djibril. Il va falloir vraiment s'arrêter sur le contenu, les textes que nos rappeurs produisent. Bien sûr, et a raison, parce qu'on ne peut pas véhiculer tout genre de messages. Par exemple, dans les textes, par exemple, le rappeur, en quelque sorte, il est la voix la voix du peuple. Il doit donner des leçons, il doit donner des messages. Donc, en quelque sorte, il doit revoir ses textes, bien écrire les textes et aussi s'accentuer sur des leçons de vie, par exemple. Parce que c'est les jeunes, en quelque sorte, qui l'écoutent. Donc, il doit lancer des messages très importants pour que les jeunes puissent, en retour, y bénéficier. Maxiflo, dites-nous, vous parlez de quoi en général dans votre musique? Les textes de rap, en général, vous êtes un rappeur engagé, vous dénoncez Je vais rejoindre M. Djibril. En fait, dans mes textes, je suis le premier consommateur de mes textes. Et je le dis toujours, je suis l'aîné de ma fratrie. Ça veut dire que je n'ai pas un grand frère qui me dit il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, les conseils que je me donne à moi, des fois, je les transforme en textes. Disons que les textes sont mon grand frère, pas imaginaire, mais aux alentours de moi, quoi. À chaque fois que je dois faire quelque chose, je dis que j'ai écrit ça. Mais quelles sont les thématiques que vous abordez? Je parle des faits de société. Par exemple, j'ai un titre qui s'appelle Légui, qui signifie maintenant en Wolof, qui parle de tout ce qui se passe actuellement et qui parle de dépravation des mœurs, qui parle de manque de solidarité, qui parle des problèmes sociaux. Pourquoi certaines personnes essaient d'entraver la voie à d'autres personnes, même si ces personnes ne leur causent aucun souci, aucun problème. Ce sont des choses qui arrivent ici. Par exemple, même dans le mouvement nawetan au Sénégal, les matchs de football, il y a certaines personnes qui font des choses à d'autres équipes et je pense que l'esprit, c'est le jeu quand même. Donc, c'est global. C'est pas juste dans le mouvement nawetan, c'est partout. Dans les lieux de travail, sur la route, tu es en colère contre quelqu'un. Ça peut être objectif ou subjectif, mais il y a un manque de maturité, parce que c'est comme ça que je le vois.
Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce que vous pouvez éviter de faire ça, parce que ça ne m'arrange pas? Comment on fait? C'est ça, la maturité. Mais quand vous ne faites pas ça, vous passez par d'autres moyens, ça devient problématique quand même. Et sur ça, je parle de ça. Justement, Djibril, on va rester sur un autre point, c'est les infrastructures hein, dans les régions. Il y a, on va dire, l'absence vraiment dans les régions. Tout est centralisé à Dakar. Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer la difficulté que les rappeurs ont aujourd'hui de s'exprimer? Oui, évidemment. Dès l'amorce de mes propos, je vous l'avais dit. Je dis qu'aujourd'hui, la plus grande entrave de la promotion de notre musique, plus particulièrement du rap, ça revient au manque d'infrastructures. Et pour cela, je salue l'initiative de Simon Jolofo Life qui récemment a fait une certaine décentralisation dans les régions pour essayer de créer là-bas des structures pouvant servir de relais entre les régions et aussi les autres membres qui se trouvent au niveau de Dakar. C'est indubitable que le manque de structure soit une entrave. Ah oui, ce qu'il faut faire, tantôt je l'ai dit, de par aujourd'hui le ministre de la Culture, de par les artistes, en se regroupant dans une structure, pouvant participer à la décentralisation de notre musique. Parce que quoi que l'on puisse dire, dans les régions, dans les autres contrées du Sénégal, il se trouve d'abord des jeunes rappeurs qui ont le talent en eux, qui peuvent composer des mélodies, pouvant même parfois titiller le besoin d'intérêt du consommateur qui se trouve hors du Sénégal. Ce qu'il faut faire, c'est par une approche de vouloir décentraliser, avec l'acte 3 de la décentralisation, si je me le permets bien, qu'on puisse décentraliser aujourd'hui nos structures, les grandes structures. Ça veut dire aussi qu'on accepte les maisons de production, acceptent de faire des descentes sur les contrées de nos différentes communautés se trouvant au Sénégal pour aider les jeunes talents qui sont dans les régions, qu'ils puissent adhérer les maisons de production, qu'ils puissent produire. Et c'est sûr que ces productions qu'ils feront, par leur talent, pourra participer à la promotion de la culture urbaine. Participer à la promotion de la culture urbaine, Orphée, est-ce que la solution aussi, c'est de, comme il disait, hein, de décentraliser les initiatives, parce que tout est centré à Dakar. On parlait de hip-hop Galsen Award ici à Dakar. Est-ce que l'objectif aussi, c'est pas de le faire dans toutes les régions? Oui, cela sera à tout prix un avantage pour l'amélioration ou encore le développement de la musique sénégalaise. Parce qu'on estime que les talents, on les trouve partout dans un pays. Donc du coup, il serait judicieux que on va dire, les promoteurs ou encore les spécialistes de la musique aillent à la recherche de ces personnes-là, des talents, afin de pouvoir les exploiter et de les mettre sur scène. Parce qu'on peut avoir du talent et malheureusement on n'a pas l'opportunité de se produire à l'extérieur. Donc c'est comme un talent perdu, un talent gâché. Et pour ce faire aussi, peut-être non seulement organiser des awards pour des personnes qui sont déjà reconnues, on pouvait aussi organiser des sortes de concours dans lesquels on pouvait réceptionner les meilleurs. Et ensuite, les lauréats seront orientés vers les labels, les maisons de production, afin que ces derniers puissent être très bien développés et éclore dans les jours qui viennent. En fait. Merci Flo, vous avez participé, vous, à des concours de rap? Un peu de freestyle, un peu de concert, mais pas des concours officiels, bien sûr. Par contre, pour éclaircir un point par rapport à est-ce qu'il y a des manifestations à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans les régions. Je viens de la région de Fatick, j'habite à Passy, c'est près de Kaolack. Il y a ce qu'on appelle le underground à l'honneur. Ce sont les underground qui sont à l'honneur. Ça veut dire les rappeurs qui ne sont pas connus, comme vous venez de le dire. Il est important pour le mouvement rap sénégalais de donner la chance aux rappeurs qui ont du talent et qui sont dans les régions. Et c'est dans cette optique que Underground à l'honneur a été créé. Je suis moi-même membre de Underground à l'honneur qui se tient à Kaolack chaque année et qui fait participer plusieurs talents. Et c'est intéressant parce que les rappeurs d'ici à Dakar font le déplacement pour venir assister. Donc, je peux appeler ça comme une sorte de foire où chaque rappeur essaie de mettre son talent pour montrer ce qu'il sait faire et une retrouvaille entre la famille rap au niveau de Kaolack. Pas uniquement Kaolack, mais ça regroupe beaucoup plus les artistes qui tournent dans la région de Kaolack. Kaolack, Fatick et environ.
Alors Marietto, évidemment vous êtes sur les réseaux sociaux, vous côtoyez beaucoup de rappeurs. Dupré l'a souligné un point, les dirigeants qui ne prennent pas vraiment conscience de cette discipline qui est le rap. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on peut dénoncer, on peut interpeller aujourd'hui les autorités à miser sur le rap? Bien sûr que oui, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de communication. Donc, il y a des rappeurs même qui sont connus à travers les réseaux sociaux. Ils partagent leurs vidéos à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen de communication. Ils peuvent dénoncer là-bas leurs problèmes. Ils peuvent, à travers les réseaux sociaux, dire le véritable problème pour que les dirigeants peuvent venir et trouver une solution. Alors, il y a un point qui est là, il l'a souligné Maxi Flo, les droits d'auteur notamment. On a parlé, il y a 3000 groupes de rap au Sénégal. Est-ce que ça aussi, ça ne ralentit pas un petit peu le rappeur qui veut émerger? 3000 groupes de rap, les droits d'auteur qui deux fois ne suivent pas, mais on n'est pas là pour critiquer. Mais est-ce que ça aussi, ça peut entraver un petit peu? Ah oui, avant de revenir sur les droits d'auteur, j'aurais aimé aussi de parler une entrave aujourd'hui de cette musique. C'est aussi les médias. Les médias aussi peuvent servir d'une sorte d'appui pour les artistes afin de faire leur promotion. Parce qu'on voit que parfois les médias sont plus dans une approche de promouvoir le mbala et d'autres formes de musique que le rap. Parce qu'ils trouvent souvent les rappeurs très durs dans leurs textes, dénonciateurs. Ils disent que les rappeurs en général ne font que critiquer et dénoncer sans autant proposer. Donc cela aussi mérite d'être accompagné, parce que quoi que l'on puisse dire, par le biais de ces dénonciations, par le biais de ces critiques, ils peuvent éclairer les lanternes qui parfois sont des difficultés que les Sénégalais vivent dans leur contrée. Donc par rapport aux droits d'auteur, je crois que c'est un impératif que les structures qui sont habilitées à veiller sur ça, de mettre des boucliers pouvant permettre la prolifération sans cesse de jeunes artistes qui parfois délaissent leurs études, qui participent à la bonification de leur aide dans l'avenir, au détriment parfois de la musique, qui ne sont même pas conscients de l'importance de cette musique. Je crois que les maisons qui sont chargées de veiller aux droits d'auteur, les labels, je crois que même l'État même doit prendre en charge cela, d'essayer de mettre en place des labels et des structures pouvant permettre de contraindre parfois la création des structures n'importe comment. Pour légaliser cela, et ça va d'ailleurs participer à rendre meilleure cette forme de musique. Et voilà, c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On vous donne rendez-vous dans un instant pour décortiquer les deux autres sujets de votre émission Génération News sur Média TV Afrique. À tout de suite. De retour sur Média TV Afrique pour la deuxième partie de votre émission Génération News. Nous allons parler à présent d'un autre sujet, la lecture qui semble de moins en moins intéresser la jeunesse. Est-ce que c'est le cas pour vous, Djibril? Est-ce que vous lisez de moins en moins des livres? Non. Moi, pratiquement, je lis beaucoup de livres. Parce que la problématique de la lecture aujourd'hui, moi je dis souvent que ce n'est pas une approche de dire que les gens se désintéressent de la lecture. Mais c'est d'abord l'environnement et l'éducation de l'enfant. Vous voyez, l'écrivain Master Blue a tendance à dire que l'esprit de l'enfant, c'est comme un ciment trempé. Quoi que l'on puisse écrire là-bas, reste indélébile tout le processus que l'enfant va grandir. Donc, pour dire que l'enfant, quand il grandit dans un milieu où son papa va lui contraindre à lire ou va lui contraindre à écrire, c'est sûr que l'enfant va grandir avec cette idée en tête. Parce qu'aussi, aujourd'hui, les gens appréhendent la lecture comme une affaire de passe-temps. Alors que la lecture est partie intégrante du processus de formation de l'être humain. Quand on lit, on voyage, ça nous heurte, ça nous informe, ça nous oriente, ça nous bonifie. Donc, on ne peut pas s'en passer de la lecture. Et l'exemple le plus illustratif, c'est aujourd'hui tous ces brillants messieurs qui sont passés par le concours général du Sénégal. Ils disent que ce sont de grands lecteurs. Tous ces grands chercheurs, ils disent qu'ils furent de grands lecteurs. Et jusque-là, ils lisent. Donc, comme le dit le brillant professeur Amadi Alidien, on est d'éternels étudiants. Et pour être d'éternels étudiants, il faut qu'on lise jusqu'à la tombe. Il faut lire jusqu'à la tombe. Il faut lire jusqu'à la tombe. Orphée, pourquoi les jeunes aujourd'hui ont justement du mal à lire jusqu'à la tombe?
Alors, moi, je me dis que la lecture, à la base, lorsque nous étions un peu plus jeunes, la lecture était une sorte de contrainte d'un point de vue scolaire. Voilà pourquoi il m'arrive parfois de dire que parfois l'obligation est mieux que le choix. Lorsqu'on nous oblige à faire quelque chose, c'est un bien pour nous. Maintenant, de nos jours, moi, je remarque que la lecture, elle est toujours présente, sauf qu'il y a de la concurrence. La concurrence, notamment sur les réseaux sociaux, et la concurrence sur, par exemple, les divertissements, les jeux vidéo, par exemple. L'un des objectifs de la lecture, c'est se divertir, c'est découvrir. Mais il est plus facile pour un jeune de se connecter à une PlayStation et jouer un match de foot que de s'asseoir et lire un livre. Donc, moi je me dis qu'en ce moment, le blocage est plus lié à la concurrence qui vient détrôner le livre classique. Il est plus facile pour un jeune d'avoir son téléphone, de regarder une information très rapidement que de s'asseoir pour lire un livre. Donc, c'est un peu ça, ces points que je remarque qui entravent, en fait, qui mettent des blocages à la lecture perpétuelle qui existait avant. Marietou, il a souligné un point, le numérique aujourd'hui, tout est numérisé. Est-ce que ça aussi c'est un frein? Est-ce que c'est plus facile pour vous aujourd'hui de lire un livre sur une application que d'aller dans une bibliothèque, d'en acheter? Bien sûr, il a raison, parce que maintenant, il y a la lecture numérique, il y a des applications qui nous permettent de lire des livres, il y a aussi Wattpad qui nous permet, nous les filles, de lire des chroniques et tout. Donc ça, c'est un frein. Mais aussi, il faut connaître que la lecture est importante. Et le fait d'avoir un livre sur ses mains, le lire, est différent du fait d'avoir voilà, sur son téléphone. C'est différent parce que même dans les applications, par exemple, il y a Wattpad, il y a trop de fautes. Parfois, on y voit des fautes énormes et tu arrives à un moment où tu ne te rends compte plus des fautes. Tu lis avec. Donc ça, franchement, donc voilà. Djibril, est-ce que le prix élevé de certains ouvrages aussi, ça peut être un facteur, une raison qui empêche aujourd'hui le jeune d'aller vers le livre physique? Je reviens à cette sentence qui dit que le savoir n'a pas de prix. Un savoir qui sera un prévalu pour tes compétences, soit en tant qu'intellectuel ou dans le domaine de prédilection dans lequel tu t'actives. Donc je crois que ce savoir n'a pas de prix. Quel que soit le prix, la personne doit pouvoir s'acquitter afin de se munir de son ouvrage. Et pour revenir sur la charge que ce que la lecture peut faire chez l'être humain. Parce qu'un être humain qui ne lit pas ne participe pas à la bonification de son intellectualisme. Elle parlait tout à l'heure des fautes qu'on n'a plus le temps de déceler parce qu'on n'a pas, parce que effectivement quand on prend l'habitude de lire, on découvre des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Voilà, par rapport à ça, vous voyez, je fais souvent une métaphore par rapport à l'importance de la lecture. Vous voyez, un lutteur a besoin de partir souvent dans la salle d'entraînement ou bien partir à la mer pour s'entraîner, pour maintenir son cap par rapport aux éventuels combats qu'il prépare. C'est comme aussi un lecteur ou un intellectuel. Un intellectuel a besoin de lire pour encadrer et pour participer à la bonification de son esprit. Donc, parce que quand on ne lit pas, on n'entretient pas son esprit. Voilà le mot. Pour entretenir son intellectualisme, on a besoin de lire, on a besoin aujourd'hui de parcourir, quel que soit le prix, l'ouvrage que l'on veut pour participer à la bonification de notre capacité intellectuelle. Maxime Flo, est-ce que vous êtes justement représentatif de cette jeunesse-là qui lit beaucoup sur Internet que l'achat d'un livre physique? Moi, d'habitude, pour faire un raccourci, j'écoute des livres audio. Des fois pour faire un raccourci parce que ça me permet de faire autre chose en même temps d'avoir le message qui passe pour faire un raccourci. Des fois je fais de la lecture mais moins qu'avant parce que quand nous grandissons et que nous avons d'autres activités que nous n'avions pas auparavant, notre temps diminue. Et par rapport à notre temps, nous choisissons de pouvoir faire ça ou de pouvoir faire une autre chose. J'ai l'habitude de dire, pour pouvoir commencer une chose, il faut d'abord poser la question, est-ce que j'ai du temps pour? Si nous n'avons pas du temps pour cette chose, c'est sûr que nous n'allons pas le faire. Est-ce que c'est la raison, c'est votre raison, la raison pour laquelle vous écoutez des livres audio que d'en acheter, de lire? C'est un facteur temps? Oui, ça fait partie. En fait, c'est la plus grande raison, le facteur temps. Le facteur temps, c'est important parce que des fois, je peux marcher et écouter le livre audio.
je peux faire mon jogging, écouter le livre audio. Des fois, je peux même me coucher, éteindre la lumière de mon téléphone et écouter le livre audio. Donc, nous parlons actuellement de problèmes pratiques. Parce que un produit, le livre, c'est un produit qui sert à transmettre un savoir. Les produits s'adaptent par rapport à l'évolution des personnes qui les créent et qui les consomment. Je ne dis pas qu'il faut éliminer les livres écrits, loin de là. Mais s'il y a d'autres possibilités pour aller plus vite et être plus performant, je suis pour. Ouais, c'est ça, je suis pour. Je vous sens un petit peu partagé sur l'avis de Maxi Flo. Je ne vais pas trop partager parce que, quoi que l'on puisse dire, le lire est beaucoup plus opportun et optimal pour le consommateur. Donc, permettez-moi d'abord de saluer l'initiative que les jeunes Dakarois ont mise en place. C'est le fait de lire chaque 15 jours, chaque dimanche de 15 jours, on se rencontre 4 heures de temps. Et je salue l'initiative qui a été prise par Brice Djerkoué et Papa Lam. C'est une initiative vraiment à saluer. 4 heures de temps sans téléphone pour lire. Parce que j'en veux pour preuve. Quand il parle de lecture, et en audio, quoi qu'on soit, en lisant le livre par audio, on peut parfois manquer d'attention pour ne pas capter certains mots, pour dire vrai. Donc, sachant que la lecture, aujourd'hui les jeunes écrivains, ils sont conscients que c'est tout un processus transversal de la lecture à l'écriture. Parce que quand on lit, tantôt je l'ai dit, ça nous heurte, ça nous percute et ça nous titille notre volonté de vouloir écrire. Donc, aujourd'hui, les élèves, regardez le niveau des élèves. Tout récemment, on a fait des recherches, on dit 60% du niveau des élèves des collèges et des lycées se redresse. Il y a le niveau qui subit une décadence. L'absence de lecture, évidemment, l'absence de lecture en est une cause. Oui, donc parce que les gens croient que l'enseignement nous suffit juste, alors que l'enseignement n'est 10% que de notre formation. Comme l'a si bien dit le professeur Samboub, la formation s'acquiert dans le tas et le temps. Donc il faut lire. C'est sûr qu'en lisant, ça nous permettrait de voir des rouages pouvant nous faciliter la réussite de notre éducation, la réussite de notre formation et la réussite de nos enseignements. Alors, Orphée, évidemment, la génération de nos parents considérait la lecture comme la porte d'accès privilégié au savoir. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on peut apprendre ailleurs autrement ? Oui, nous pouvons apprendre ailleurs autrement. Cependant, la lecture, en mon sens, elle reste, on va dire, indétrônable. Elle reste indétrônable dans la mesure où c'est à travers le livre qu'on apprend toutes les choses. Comme il venait de le mentionner, à l'école, c'est vrai, on nous apprend des choses pratiques pour l'obtention d'une note, ensuite pour un passage en classe supérieure. Mais pour être toujours au-delà des personnes, il faut absolument que nous fassions un tour dans les livres. Et dans les livres, nous bonifions, nous pouvons acquérir de nouvelles compétences qui nous permettront de développer notre employabilité tôt ou tard. Et c'est un apprentissage perpétuel. Donc, je reste sur la thèse selon laquelle le livre reste le temple du savoir. Peu importe ce qui va être fait, malgré la présence du livre audio, comme venait de le mentionner notre grand slameur. Le livre audio, il est là, il est important, certes, mais c'est juste par rapport à l'avancée de la technologie. Parce que le livre audio ne peut pas exister en réalité si le livre n'est pas lui-même écrit à la base. Donc, c'est quelque chose, c'est là. C'est la perfection qui est là toujours présente. Mais la perfection, ce n'est pas aussi supprimer ce qui existait déjà au préalable. Donc, la lecture, pour moi, reste l'élément capital, l'élément incontournable pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Marietou, est-ce qu'aujourd'hui, Internet, l'avènement d'Internet a un petit peu détruit, sinon diminué l'envie de se retrouver avec un bouquin dans les mains ? Bien sûr que oui, parce que maintenant, chaque jeune a un smartphone. Donc, le temps qu'il pouvait utiliser pour prendre un livre et lire, donc il va prendre ce temps-là pour les réseaux sociaux. Et les parents aussi, je pense qu'ils ont un peu failli leur mission à ce sujet. Parce que le fait de donner un smartphone à ton fils, toi-même, tu sais que ça peut être un frein pour que ton fils ou bien ta fille ne va plus lire. Maintenant, je pense qu'il faudrait dans les écoles, par exemple, moi, quand j'étais au collège, dans mon école, il n'y avait pas de bibliothèque.
Donc, dans les écoles aussi, surtout les écoles publiques, je crois ils doivent régler ça en y mettant des bibliothèques. Et aussi dans les quartiers. Les quartiers maintenant, il y a plus de bibliothèques. Tu es obligé d'emprunter ou bien même tu vas finir à ne plus lire. Voilà. Justement, Djibril, elle parlait de l'école. L'école a un rôle majeur à jouer. On était tous, on est passé par la classe de terminale, classe de troisième, cette classe d'examen où on vous donne des ouvrages à lire. Est-ce que le fait de lire un livre, entre guillemets, par obligation, est-ce que ça aussi, ça ne donne plus envie à la personne derrière de continuer la lecture? On lit parce que derrière, on veut avoir une note et pas plus. Voilà, tantôt Orphée l'a dit, parfois l'obligation devient un bon choix. Et en lisant, c'est sûr qu'on aura de bonnes notes, mais on ne doit pas lire pour les notes. Parce qu'aujourd'hui, lire participe à la bonification de notre personne pour éventuellement nous surpasser, pour éventuellement participer dans notre domaine de prédilection à renchérir soit notre culture, soit notre degré d'intelligence. Donc quoi que l'on puisse dire, la lecture devient une condition sine qua non dans notre éducation. Parce qu'il faut que les gens fassent la différenciation, que l'éducation ne se limite pas seulement à l'enseignement que nous recevons. L'éducation, il y a le savoir-être, il y a le savoir-vivre, il y a le savoir. Le savoir, on peut nous l'enseigner dans l'école par la codification d'un savoir qui va être incrusté dans un système éducatif. Mais le savoir-être et le savoir-vivre, ça, on peut l'acquérir que par le biais des tas. Tantôt, je parlais que la formation ne s'acquiert dans le temps et le tas. On peut l'acquérir dans le tas par les discussions, par la lecture, par aussi des activités pouvant participer à renchérir notre degré d'intelligence. Alors, on va parler de... tout à l'heure, tu parlais de ce club-là qui organise des heures de lecture. Est-ce que c'est suffisant? Il va falloir multiplier ce genre d'initiative, Orphée? Oui, bon, je me dis déjà que c'est une très belle marche. C'est une très belle marche dans le processus de l'amélioration ou encore de ce retour vers l'amour à la lecture. Il faut bel et bien commencer par certains actes. Mais aussi, il faudra, comme elle a mentionné, remettre en place des bibliothèques dans des établissements. Et aussi pousser les enfants à pouvoir lire. Et cela peut se passer par quoi? Par exemple, l'organisation des clubs de lecture dans des établissements, des concours nationaux de lecture, dans lesquels, par exemple, une œuvre sera donnée, inter-établissement, une œuvre donnée, et à chaque fin d'année, des étudiants ou des élèves viendront débattre sur ce livre. Ça devient, en fait, il faut créer une culture sur la lecture, en fait. Ça doit devenir un élément instinctif et non un élément qui est là par obligation, en fait. Donc, il faut voir un ensemble d'activités qui sont intrinsèquement liées à la lecture. Cela permettra à tout le monde de pouvoir toujours lire, pas par contrainte, mais par pur amour. Exactement, lire par vocation et non par obligation. On va rester sur la thématique, sur le thème des réseaux sociaux. Maxi Flo, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on lit moins en étant sur Internet, parce qu'évidemment les séquences de lecture sont courtes. On a ce qu'on appelle la technique du zapping, on regarde et on passe automatiquement. Je constate, c'est pas une impression, je constate. Personnellement, moi je lis moins qu'avant, personnellement. Sur Internet, vous lisez moins sur Internet? Non, en général, parce que je continue à lire des livres, mais je ne les lis pas tout le temps. Parce que je lis beaucoup plus de livres audio que de livres écrits en bouquin. Alors, personnellement, je constate qu'il y a une diminution de la lecture au niveau... Pas uniquement au niveau des établissements scolaires, mais au niveau même des entreprises. Parce que je me dis aussi que dans une entreprise, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, si vous évoluez dans un domaine, il est normal que vous vous ressourciez dans ce domaine pour pouvoir faire quelque chose de plus que les autres. Ça fait des différences quand même. Par contre, la seule chose sur laquelle je veux revenir, si vous le permettez, c'est par exemple quand ils ont parlé Orphée, Djibril, de lecture par obligation. L'obligation, psychologiquement, est un frein à l'amour et à l'engagement
de chaque personne. Ça peut créer... Je ne pense pas qu'ils ont parlé d'obligation dans ce sens-là, mais disons peut-être une nécessité, s'il faut le dire ainsi. Oui, par rapport, c'est une nécessité, parce que tantôt je le dis, un enfant qui ne connaît rien, qui vit dans un environnement où... parce que tantôt, l'enfant est le reflet de l'environnement et de l'éducation qu'il reçoit. Donc quand le parent éduque son enfant dans le sens de vouloir lui transmettre un amour de la lecture, l'enfant va grandir avec ça. Donc n'oublions pas que c'est parti d'une obligation d'abord pour que ça devienne un amour. Donc pas dire qu'on doit obliger la personne à lire, parce que obliger la personne à lire, c'est de même pas comprendre le texte qu'il lit. Et en ce moment, ça serait annihilé de lire d'ailleurs. Marietou, je veux revenir sur la question. Vous êtes évidemment une grande amoureuse de réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on lit moins sur Internet, que ce soit vous avez parlé des chroniques, tout simplement parce que la culture du zapping, les lectures sont plus courtes? Parce qu'aujourd'hui, je peux lire un sujet sur Internet et derrière, il y a un lien qui m'intéresse. Je ne termine même pas ce que je suis en train de lire. Automatiquement, je bascule. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, sur Internet, on lit moins? C'est vrai, on lit moins. Je ne dirais pas qu'on lit moins. On lit, mais en fait, chaque personne chaque personne lit ce qui lui intéresse. Par exemple, voilà, il y a des centres d'intérêt. Par exemple, un enfant de 15 ans, quand il lit quelque chose, quand il lit une information aux États-Unis, il peut lire le texte, il peut lire le titre, mais il ne va pas entrer, il ne va pas cliquer sur le lien pour pouvoir lire tout l'article. Donc je pense qu'il y a des centres d'intérêt. Chaque personne lit ce qui lui intéresse. Djibril, est-ce que justement le flux d'informations sur les réseaux sociaux, est-ce que ça aussi, ça ne perturbe pas un petit peu l'envie de lire? Parce qu'il y a tellement d'informations, toutes les 30 secondes, on a une nouvelle information qui arrive. J'ai entendu le professeur Souleymane Bachir Diagne dire que quand on est surinformé et que ces informations ne sont pas filtrées, ces informations risquent d'être chaotiques. Donc ce flux d'informations que les jeunes reçoivent, ces flux d'informations méritent d'être filtrés. Et l'information ne peut être filtrée que qu'en amont, si le récipiendaire n'a pas des prédispositions pouvant permettre de filtrer ces informations. Quelqu'un qui n'a pas un background intellectuel pouvant lui permettre de filtrer ces informations ne peut pas les filtrer. Toute information venant, il va les consommer sans refuter aucune de ces informations. Et d'où l'importance d'ailleurs de la lecture encore. Parce que quelqu'un qui lit, il est informé, il pourra avoir une aune qui pourra lui servir de jauger la valeur de l'information, si elle est vraie ou elle est fausse. Orphée, à quel âge jugez-vous nécessaire de donner l'accès à Internet à son enfant? Elle a parlé justement du contrôle parental un petit peu quand elle parlait de l'éducation. Djibril en a souligné, on a parlé aussi. À quel âge vous jugez utile, nécessaire d'offrir l'accès à Internet à un enfant? Alors bon, je ne donnerai pas un âge exact, mais je donnerai par exemple une tranche d'âge. C'est-à-dire par exemple à partir de 9 ans, jusqu'à peut-être 12 ans. Durant cette période-là, l'enfant, il est complètement, en fait, sa curiosité est assez élevée et il cherche vraiment à savoir des choses. Donc l'accès à Internet peut être donné, mais à condition que le parent essaie de lui montrer, par exemple, les pages qu'il doit suivre, les choses qui sont importantes, parce qu'on considère qu'il est comme un ignorant en fait. S'il faut le laisser complètement, il risque d'aller dans tous les sens. Il risque de suivre par exemple des amis qui vont lui suggérer des pages, va dans une page de danse, dans une page. Donc il y a des pages qui sont mauvaises du coup. À un certain âge, il faudra que les parents lui remettent l'accès à l'internet et essaie de lui faire des recommandations et dire que par exemple il faut lire, il faut regarder ça, France 24 sur cette chaîne, regarder telle émission, et ainsi ça va bonifier la personne et forcément ce sera bénéfique pour lui à long terme. Marietou, quelle utilisation les jeunes doivent-ils faire de réseaux sociaux? Bon, je dirais une bonne utilisation parce que les réseaux sociaux ne sont pas du tout mauvais à 100%. Il doit faire une bonne utilisation premièrement, les livres qu'on vient de citer. Mais il y a par exemple, quand on lit un livre et qu'on a trouvé un mot difficile, on peut taper sur Google le mot, voir la signification. Ça, c'est une bonne utilisation. Il y a aussi des vidéos sur YouTube, des vidéos de développement personnel, des vidéos vraiment instructives
Et je pense que les parents aussi doivent veiller sur ça. Comme l'a si bien dit Orphée, les parents doivent veiller sur ça en disant à leurs enfants, en leur montrant sur les sites qu'ils doivent entrer ou bien ou pas. Est-ce que le style d'écriture, on a l'impression aujourd'hui, Djibril, qu'il y a une sorte de passation de service, si on peut le dire ainsi, entre l'ancienne génération en termes d'écriture et la nouvelle génération? Il y a beaucoup plus d'écrivains qui émergent aujourd'hui au Sénégal à travers le monde, à travers l'Afrique. On a Orphée qui est là parmi nous aujourd'hui, qui est écrivain. Est-ce que le style d'écriture aussi, ça peut heurter un petit peu, ça peut vraiment empêcher les jeunes d'aller vers la lecture? Ah oui, le style d'écriture a une importance capitale. Et d'ailleurs, je salue les jeunes écrivains à l'image de Orphée, qui vraiment, pour moi, ont un style d'écriture qui est favorable et qui peut permettre l'accès facile pour les enfants et pour les jeunes. Oui, parce qu'ils parlent aujourd'hui des choses essentielles que nous vivons. Ils parlent de la condition humaine, ils parlent de la corruption, ils parlent de l'amour, ils parlent de tout ce qui aujourd'hui parsème l'existence de l'être humain. Et donc, ce dont nous devons travailler, c'est booster le degré d'intérêt et d'amour des lecteurs par rapport à ce que les auteurs écrivent. Ce n'est pas le style ou quoi que l'on puisse dire. On a tendance à dire que chaque prose ou chaque vers ou chaque écrit d'un auteur est tout un océan de savoir à regorger qui va faciliter à l'éclairage du chemin que l'on emprunte. Maxiflo, évidemment, vous êtes dans la lecture audio. Vous avez récemment essayé de voir ce que ça fait de lire un livre physique? Mais bien sûr, parce que j'en ai beaucoup à la maison déjà. Mais moi, je lis d'habitude des livres sur les arts de vivre, sur des histoires qui se sont passées dans le monde et qui posent des questions, des fois très difficiles à répondre. Par rapport à la lecture, je vais y revenir. C'est une chose fondamentale quand même, mais pour dire que faut-il lire, quand faut-il le lire, ça dépendra exactement de la direction que prend l'enfant ou la direction vers laquelle le tuteur, le parent ou le professeur veut mener l'enfant. Parce que chaque livre développe une thématique. Les thématiques dirigent l'enfant vers la connaissance d'elle-même et vers la réflexion sur le propre thème. Savoir quoi lire, quand lire également, une sorte d'emploi de temps qu'on peut mettre nous-mêmes en place pour faciliter les séances de lecture. Marietou, est-ce que le fait aussi d'installer une bibliothèque chez soi, ça peut aussi, je sais pas, donner l'envie à une amie à vous ou à votre petite sœur de lire, parce qu'on emmagasine des livres à la maison, on crée notre propre bibliothèque? Bien sûr que oui, ça peut. Par exemple, si tu as une bibliothèque chez soi, un ami, tu peux recevoir un ami, s'il voit ça, il va avoir l'amour des livres. S'il va être curieux, il va prendre un livre et lire. Aussi, même les enfants, une bibliothèque chez soi peut aussi aider vos enfants à avoir l'amour des livres. Donc je pense que c'est une bonne chose quand même, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir des bibliothèques chez soi. Merci d'avoir participé à cette émission. Moussa, Maxiflo, Orphée, merci Marietou, merci Djibril également d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce 3e numéro de Génération News. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, bonne suite des programmations Média TV Afrique.